Le pays, vous allez le voir, est débordé. Il y aurait 500 000 migrants en attente de traverser la Méditerranée. Les affrontements entre groupes de migrants se sont multipliés ces dernières semaines. Au pic de la violence mardi soir, une cinquantaine de migrants ont été blessés. Qui ne saute pas est un clandestin, il le fait crier à la foule. Salut les chroniqueurs. Aujourd'hui on va s'intéresser à nouveau à un sujet d'actualité, la crise des migrants. Au cœur des débats électoraux, que ce soit aux États-Unis, chez nous en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, voire dans les autres pays européens, il était important de poser le sujet à plat afin d'en tirer la meilleure analyse possible. Et pour cela, nous serons accompagnés de Julien de la chaîne de Demos Kratos. Salut Julien. Salut Tanguy et merci pour l'invitation. J'en profite d'ailleurs pour dire que cette vidéo est en réalité en deux parties et qu'il y a bien évidemment une partie sur ma chaîne YouTube qui traite un peu plus de l'impact réel de l'immigration sur la France. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, parlons un peu de définition. Un migrant, c'est quoi? Selon le Larousse, une migration est un déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays ou d'une région dans une autre, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Le truc, c'est que là, on parle de déplacement volontaire. Cette définition reste quand même assez floue. Imaginez que ma maison se fasse emporter par un tsunami, il y a peu de chance, c'est vrai. Est-ce que je suis un migrant ou pas? Parce que de base, je me déplace pas de manière volontaire. Du coup, je me suis dit que dans cet épisode, j'allais donner ma propre définition du migrant, comme ça ce sera plus simple. Un migrant dans cet épisode, c'est une personne qui doit partir de sa région d'origine à cause d'un danger de mort ou d'une trop grande précarité. Du coup, j'ai identifié 4 types de migrants, alors évidemment qu'il y en a beaucoup plus, mais les principaux sont là. Premièrement, les migrants économiques, qui partent trouver un autre endroit qui pourra mieux subvenir à leurs besoins. La menace de mort n'est pas forcément présente, mais la grande précarité de l'individu, si. Les migrants politiques, qui partent parce qu'ils sont persécutés à cause de leurs opinions politiques justement ou religieuses, ou bien à cause de leur appartenance à une certaine ethnie ou une certaine culture. Journalistes en dictature, les Kurdes en Syrie ou en Turquie. Les réfugiés qui ne fuient pas un régime en particulier, mais plutôt une situation de guerre ou de grande tension. Je précise juste qu'un migrant peut être dans plusieurs de ces catégories. Et enfin les migrants climatiques qui vont fuir une zone où un ou plusieurs phénomènes naturels menacent directement leur vie, ou, comme pour les migrants économiques, vont les entraîner dans une grande précarité. Exemple, les îles qui sont en train de disparaître avec la montée des eaux, mais ça peut aussi être l'avancée du désert en Afrique. Bon, évidemment, cette crise porte ses racines dans quelque chose, et on va parler des 3 principaux facteurs. La guerre en Syrie, évidemment, mais aussi la situation économique et environnementale de l'Afrique, et le cas très sûrement oublié de l'Érythrée. Il y a beaucoup d'autres facteurs, mais ces 3 régions font partie de celles qui amènent le plus de migrants, et qui sont assez symboliques de tous les problèmes qui amènent à cette crise des migrants. ISIS is beyond that. They're actually basing out of those huge grain silos. Commençons par ce qu'on connaît le mieux, la Syrie. Effectivement, ce sont les Syriens qui fuient la guerre dans leur pays qui constituent la plus grande part des migrants qui viennent vers la France aujourd'hui. C'est pourquoi on va voir très rapidement ce qui a déclenché ce conflit. Depuis 1963, c'est le parti Baas qui est au pouvoir en Syrie, parce qu'ils ont réussi en fait à inscrire dans la constitution qu'aucun autre parti à part eux ne pouvait diriger le pays. C'est pratique. En 2000, Bachar el-Assad devient président, et si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant, vous comprendrez qu'il n'a pas été élu démocratiquement. En 2011, c'est là que tout commence avec le printemps arabe. C'est des révolutions démocratiques un peu partout dans le Moyen-Orient. Et les Syriens, en fait, ils veulent des élections avec plusieurs candidats possibles. Bah ouais, sinon en fait ça sert un peu à rien. La date du début de la crise en Syrie est fixée au 15 mars 2011, lorsque d'importantes manifestations ont lieu à Damas, la capitale. Ce mouvement fait suite à l'arrestation et la torture d'adolescents à Deraa qui avaient écrit des slogans contre le gouvernement. 3 jours plus tard, dans cette même ville, 3 manifestants sont tués par les forces de l'ordre, les premières victimes de ce conflit. Et après, ça ne s'arrête plus. Les manifestations sont de plus en plus nombreuses et violentes. Sauf que Bachar el-Assad, il a pas trop envie de lâcher le pouvoir. C'est pour ça qu'il va réprimer les manifestations qui étaient au départ pacifiques avec des tanks et des bombardements. Du coup, les manifestants qui au départ étaient pacifiques s'organisent dans une armée de rebelles et c'est le début de la guerre civile en Syrie. Des manifestants sont enlevés et torturés. L'armée syrienne jette des barils d'explosifs sur les foules de manifestants, ce qui va logiquement mener à la création de l'ASL, l'armée syrienne libre, le 29 juillet 2011. L'enfer se poursuit entre le gouvernement et l'ASL et d'autres forces vont rentrer dans le jeu de la guerre. Les Kurdes et l'État islamique. Le 21 août 2013, le gouvernement syrien va utiliser du gaz sarin à Damas pour pouvoir déloger des centaines de manifestants d'un quartier et faire plusieurs centaines de victimes. Cette utilisation du gaz sarin va mettre la Syrie au premier plan des affaires internationales. Entre 2011 et 2013, c'est plus de 4 millions de Syriens qui ont dû quitter leur pays. Et pourtant, ce n'est qu'à partir de 2014 qu'ils vont commencer à arriver en Europe. Il aura donc fallu plus de 3 ans à ce conflit pour amener des migrants en Europe. Et pourtant, cela fait maintenant 5 ans et rien n'est résolu. Les Érythréens ne sont pas habitués aux journalistes étrangers, qui n'obtiennent des visas que très rarement. The military, unknown type.
Parlons maintenant de l'Érythrée. Vous connaissez sûrement la Corée du Nord. Et ben l'Érythrée, c'est à peu près ça, en pire. Et à la sauce africaine. Je vais vous faire un rapide topo sur la situation en Érythrée. Alors, en 1993, l'Érythrée, après 30 ans de guerre contre l'Éthiopie, gagne enfin son indépendance. Le pays devient alors une république présidentielle à parti unique. Oui, on te fait croire que c'est démocratique, comme en Syrie, mais en réalité, t'as qu'un seul choix. Du coup, réaction logique, les citoyens, ils se révoltent. Ils veulent des élections avec plusieurs candidats possibles. Bon, après, je dis pas que c'est super démocratique non plus quand t'as le choix entre 2 ou 3 candidats. Cette remise en question est notamment due à une autre guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie entre 1998 et 2000, qui a mené à la mort de plus de 50 000 Érythréens, pour un résultat quasiment nul. Le président Afwerki, qui sent le pouvoir lui échapper en 2001, décide d'instaurer la bonne grosse dictature des familles. Le service militaire est obligatoire pour tous les jeunes à partir de 17 ans, garçons et filles, et jusqu'à environ la quarantaine, voire la cinquantaine. D'abord, vous passez les 18 premiers mois de votre service militaire dans un camp disciplinaire. Viol de jeunes femmes, brutalité des supérieurs, cachot, torture, une vraie colonie de vacances. Ensuite, après ces 18 mois, vous êtes affecté à un chantier en tant qu'ouvrier, à une exploitation agricole du président, à une fabrique, et le tout jusqu'à 40 ou 50 ans. Donc oui, ce sont les militaires qui choisissent votre métier, et ce n'est pas votre salaire de 16 € par mois qui va vous aider à vous en sortir. Et attention, parce que ça, c'est ceux qui ont eu le plus de chance. Parce que on sait qu'il y a eu environ 10 000 personnes qui ont été mises en prison. Et c'est pas les mêmes prisons que chez nous, hein. C'est genre style, on te met un conteneur au milieu du désert, on met un mec dedans, et ça fait comme un four. Ou alors on le met dans une prison où les gardiens, ils ont carte blanche. Ils peuvent le violer, le torturer, faire ce qu'ils veulent de lui. Et là, contrairement à la Syrie, ils n'arrivent pas à organiser une armée de rebelles, parce que bon, ils sortent quand même de 30 ans de guerre, ils en ont un peu marre de se faire tuer. Du coup, ils décident de quitter le pays pour chercher une vie meilleure. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus d'1 million de personnes ont déjà quitté ce pays et constituent une part importante de ces migrants qui passent par la mer Méditerranée. Et encore une fois, c'est le même problème. Plus le conflit va s'enliser et plus les migrants partiront loin. Et après, on veut les renvoyer chez eux, un peu comme les Chinois avec les Nord-Coréens, les condamnant donc à une mort certaine. On est cool, non? On peut donc être sûr que tant que ce problème de dictature ne sera pas résolu, ces migrants vont continuer à affluer. Ils sont prêts à risquer leur vie ainsi que leur famille pour pouvoir traverser la mer. De toute manière, ils n'ont rien à perdre. Comme vous pouvez le voir, on a déjà regardé l'exemple de réfugiés militaires et de réfugiés politiques. Mais il y a les migrants économiques qui viennent de toute l'Afrique. Et depuis pas longtemps, les réfugiés climatiques. Si, pour le moment, ils ne représentent qu'une très faible part des migrants, surtout à l'échelle européenne, il vaudrait mieux ne pas les négliger. Eh bien oui, parce qu'avec le rythme de la montée des eaux, même nos voisins hollandais, qui je le rappelle vivent en dessous du niveau de la mer, pourraient devoir se déplacer par dizaines, voire centaines de milliers. Les changements climatiques, certes, ça fait disparaître des îles, des côtes, voire probablement des pays, mais il ne faut pas oublier aussi que ça amène de la désertification, ça épuise nos ressources naturelles, ça assèche des rivières, même des mers, l'exemple de la mer d'Aral. Sans parler de tous les problèmes qui ne sont pas encore là, comme la déforestation complète de certaines zones. Libre à vous de croire et de choisir ce que vous voulez comme mode de vie. Par contre, il faudra en assumer les conséquences. Et des conséquences qui se compteront non pas en dizaines ou en centaines de milliers de réfugiés, mais en dizaines de millions, voire en centaines de millions à travers le monde. Alors si tu es contre l'invasion de ces bougnoules, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais, mais du coup, comment ces crises, elles nous affectent en France? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attentats, c'est pas les migrants qui les font, c'est Daesh. Et si vous en avez marre des attentats, de voir des centaines de gens mourir, dites-vous bien que c'est pour ça que les migrants ils fuient leur pays et ils viennent chez nous. C'est parce qu'ils en ont marre d'avoir peur de mourir. La conséquence politique sur la France, c'est le FN qui gagne en médiatisation, puisqu'il joue sur la peur des étrangers qui viennent envahir la France. En réalité, l'impact de l'immigration, quand on y regarde de plus près, il est même positif pour la France. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous conseille, une fois que cette vidéo sera finie, d'aller voir la suite sur ma chaîne YouTube Demos Kratos. Et maintenant, on fait quoi? Cette crise, peu importe ce que l'on fait, elle va se poursuivre. Car même si on arrêtait les conflits actuels, la pauvreté et le réchauffement climatique se chargeraient d'en créer des nouveaux. Et il n'aurait même pas besoin de ça pour déplacer des dizaines de millions de personnes absolument sans problème. Non, maintenant il faut arrêter de se voiler la face. Les migrants, peu importe ce que l'on fait, ils vont arriver en masse en France. C'est tout. Et ils ne seront pas quelques dizaines de milliers qui sont sans conséquences comme maintenant,
Même si, vu l'ampleur médiatique qu'ils ont pris, t'as l'impression qu'ils sont 4 millions. Et du coup, j'ai essayé de m'imaginer plusieurs scénarios face à cette crise des migrants pour savoir ce qui va se passer. Et pour vous faire votre scénario, je vous invite à répondre à ces 3 questions. Premièrement, selon vous, le nombre de réfugiés va-t-il drastiquement augmenter ou pas? On part du principe que de toute manière, des migrants, il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Petit A, oui, il y aura plus de migrants, mais pas non plus tellement que ça. Et donc la situation sera sous contrôle. Ou petit B, la vague migratoire va se poursuivre et surtout va énormément s'amplifier, ce qui va quand même poser pas mal de problèmes. Bon, notez que pour chaque question, la réponse sera forcément nuancée. Deuxième question, les migrants seront-ils bien intégrés? Petit A, oui, ils s'intègrent bien à notre culture, ou alors le choc des cultures ne va pas entraîner énormément de changements sociétals. Parce que c'est pas les hamburgers, les pizzas ou les kebabs qui vont menacer notre régime actuel. Ou B, non, pas du tout, ils ne vont pas s'intégrer, ce qui va amener à énormément de révoltes et à énormément de conflits entre les différents groupes de migrants. À l'époque, on s'engueulait entre catholiques et protestants, eux savent très bien s'engueuler entre sunnites et chiites. Et enfin, comment notre système politique va-t-il évoluer? Petit A, il se dirige vers un régime démocratique, vers plus de liberté individuelle, de pouvoir du peuple et de partage des richesses. Je passe pour un bisounours, mais j'y crois encore. Ou B, vers un sécuritarisme, un état policier, une restriction des libertés individuelles et une chasse aux opposants politiques. En répondant à ces questions, on arrive à plusieurs différents types de scénarios. Alors évidemment, ces questions, on peut les soumettre à quelques critiques. Mais je vous invite justement à laisser vos modes de réflexion et votre scénario dans les commentaires. Et selon vous, comment il faut réagir pour avoir un meilleur avenir face à cette crise des migrants? Je vous incite vraiment à poster des commentaires, débattons, réfléchissons, échangeons et sortons-en plus instruits. Mais avant, je vous invite à voir la deuxième partie sur la chaîne Demos Kratos pour savoir quel est l'impact de ces populations en France. Sont-elles un danger? Sont-elles une menace? Sont-elles une chance ou sont-elles négligeables? Surtout que pour débattre et avoir la meilleure opinion sur le sujet, cette deuxième partie va beaucoup vous aider. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne Demos Kratos où j'y analyse toutes les 2 semaines soit l'actualité politique, soit des outils qui pourraient nous permettre d'améliorer notre démocratie. N'oubliez pas de laisser le pouce bleu, ça c'est super important pour le référencement, et n'oubliez pas de partager la vidéo afin que l'on puisse débattre tous ensemble sur cette crise des migrants. Allez, à la prochaine, c'était Tanguy pour les chroniques historiques, ciao!